Pour cette année 2017, le programme intitulé Commerce naval en baie d'Aigues-Mortes au Moyen-Âge se déroulera en 4 temps. Présentation en 3D d'une barque de Cantier par Sylvain Brino. Cet exposé sera suivi du film de Nicolas Fauchère sur le fort de Péquet, avant qu'il y ait eu une inversion dans le programme, sur le retour de ma feuille, après quoi Jacques Mille, géographe, interviendra sur la baie du Repos d'après Portulan. Et nous terminerons cet ensemble de conférences sur la présentation de Lucie Galano de l'Université de Montpellier, qui nous entretiendra du commerce au XIVe siècle en baie d'Aigues-Mortes. Ainsi seront successivement présentés l'outil majeur, puis le cadre lacuno-marin, la défense et enfin l'objet de ce commerce. Donc je vais vous présenter le premier conférencier, Sylvain Brino. Sylvain Brino, président de l'association Voile Latine en Languedoc, est concepteur et constructeur de bateaux. Diplômé de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier, il a reconstitué avec minutie une nacelle languedocienne, barque traditionnelle polyvalente, en s'appuyant sur la mémoire vive des derniers charpentiers locaux. Il nous rappelle que la voile latine s'adapte sur de nombreux types de bateaux et qu'elle est apparue dans l'espace méditerranéen vers l'an 200 de notre ère, en provenance de l'océan Indien, via la route byzantine de l'encens et des épices. Je suis heureuse de lui céder la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je vais essayer d'éclairer un peu cette histoire de barque de Cantier qui est restée un peu la part d'ombre dans le trafic entre Aigues-Mortes et les Nefs. Donc, pour résumer, enfin, le problème majeur, en fait, c'est qu'il n'y a jamais eu de tirant d'eau, enfin, il n'y a jamais eu de fond suffisant autour d'Aigues-Mortes pour faire approcher des nefs dont le minimum de tirant d'eau était de 4 mètres. Le minimum, c'est des barques de 25 mètres environ, donc, qui étaient chargées de 120 chevaux et de 400 personnes, donc un tirant d'eau important. Donc, contrairement à ce que certains livres d'histoire imprudents ont pu mentionner, dans lequel on voyait des nefs amarrés au rempart d'Aigues-Mortes, bon, c'était une belle photo, mais une belle illustration, pardon, mais loin de la réalité. Donc ces nefs étaient ancrées, on a du mal à situer, mais on dirait entre la passe des Abîmes et le Grand Travers, abritées derrière une barre rocheuse qui protégeait de la houle, dans un étang aujourd'hui disparu. Donc elles étaient assez loin d'Aigues-Mortes. Donc elles étaient nombreuses. Ces barques commandées au chantier naval de Gênes. Là je parle surtout de la 7e croisade, 1248. Donc les croisés ont attendu les nefs pendant plusieurs mois, je crois, en campant autour de l'étang de l'Or. Et donc ces nefs sont arrivées, il fallait les charger, les hommes, les chevaux, les vivres, l'eau, le fourrage, l'approvisionnement pour un minimum de 3 semaines d'aventure vers l'Égypte. Donc voilà, j'ai représenté, d'après les quelques documents qui sont issus surtout de bas-reliefs et de miniatures, donc j'ai représenté une nef à l'ancre et sur le côté la fameuse barque de service, bon, la barque de Cantier, qui était chargée donc de remplir la nef de toutes les provisions nécessaires et des chevaux. Donc la proposition qui m'a été faite donc par l'association donc sur les pas de Saint-Louis, c'était de réfléchir à quel pouvait être ce type d'embarcation. Donc je me suis fabriqué un cahier des charges avec les quelques données très maigres que l'on peut avoir. On connaît les dimensions, on a retrouvé des devis établis par les chantiers génois. On sait que
C'est une barque de 15 mètres sur 4. C'est tout ce qu'on sait. On sait qu'elle a une voile latine. Il y en a à peu près une pour chaque nef. Elle est prise en remorque pendant la traversée, mais elle est autonome, elle peut naviguer elle-même avec sa propre voile pour soulager la remorque. Et donc le problème qui restait à résoudre était celui de sa forme. Alors pour avoir pratiqué imprudemment souvent les passes eaux de tous ces marécages, je sais que les tirants d'eau sont traîtres et très variables, et qu'au-delà de 50 cm, on prend des risques de s'aventurer dans ces zones marécageuses. Malgré que le canal Vielle apparemment existait déjà entre Aigues-Mortes et la mer ouverte. Mais à mon avis, il n'excédait pas 1 mètre de tirant d'eau. Donc, sachant que sur les devis, on sait que ces barques étaient équipées de 24 rameurs, d'un petit abri pour que 3 marins puissent vivre à bord, et elles transportaient 5 chevaux ou 40 hommes. Donc, et elles faisaient la navette pour remplir chaque nef, donc 120 chevaux, vous voyez, à raison de 5 à chaque voyage, vous voyez le travail que ça représente. Je ne parle pas des centaines de litres d'eau douce nécessaires à la traversée, du fourrage pour les animaux, etc. Des chevaliers et des pèlerins eux-mêmes. Donc je me suis posé la question dans ces termes, quelle est la forme d'un bateau qui doit faire la navette entre les remparts d'Aigues-Mortes et un bateau qui est ancré au large. Ça, c'est assez facile à résoudre parce qu'à Aigues-Mortes, on peut supposer qu'il y avait quand même des pontons en bois auprès des murailles, de la muraille. Mais au débarquement, c'est beaucoup plus hasardeux, puisque là, il est question de stratégie militaire. Donc la nef, elle va débarquer elle va débarquer des chevaliers en armes et leurs chevaux pour immédiatement aller au combat. Donc la barque de Cantier va être obligée de faire le débarquement, c'est-à-dire de reprendre les chevaux et d'aller sur les côtes inconnues et assez peu hospitalières, débarquer ses chevaux. Il n'est pas question de chercher un appontement commode. Évidemment, il vaut mieux faire ça subrepticement pour être dans une bonne stratégie guerrière. Donc, pour naviguer dans les eaux basses de ces zones marécageuses, il faut une barque à fond plat. Et pour débarquer sur la côte égyptienne, par exemple, dans des endroits très peu connus, il faut aussi une barque à fond plat. Et au débarquement, la seule solution pour débarquer des chevaux, c'est de les débarquer par le tableau arrière, qui devra être très bas sur l'eau, avec éventuellement un plat incliné rabattable, pour permettre ce transit facilement. Donc, ça a donné lieu donc, à une première esquisse qui respecte les dimensions. Donc, alors, à la réflexion, donc on connaît l'équipement de ces bateaux, 24 avirons, ce qui m'a semblé énorme pour un bateau de cette taille, puisque j'ai essayé d'en mettre 7, 8 de chaque bord, ce qui fait 16. Donc, on voit qu'avec des chevaux à bord, il ne reste pas beaucoup de place pour des rameurs. Donc, l'hypothèse, c'est que à l'embarquement dans les étangs autour d'Aigues-Mortes, la navigation se faisait à la partègue, c'est-à-dire avec une perche qu'on enfonce dans l'eau. Là, il suffit de 6 personnes pour manœuvrer facilement ce bateau. Et puis je me suis rendu compte que les 24 rameurs, leur utilité, en fait, c'était, dans la plupart des cas, d'aider la nef à manœuvrer et de la remorquer pour atteindre un mouillage confortable, ou de prendre à son bord les ancres de la nef pour aller les déposer le plus impossible à terre ou au large en fonction des vents.
Donc c'était vraiment une barque de service. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, 12 rameurs sur chaque bord n'était pas de trop pour tirer un navire de 25 mètres qui était chargé à rabord. Donc c'était une barque qui servait aussi à manœuvrer. Une pratique qui n'est pas du tout étonnante, on a retrouvé ça jusqu'au XVIIIe siècle, des chaloupes remorquaient des bateaux de guerre en cas de calme plat, ou les aider à se mettre au bouillage. Donc c'est pour ça que l'équipement comprend 24 avirons. Donc j'ai un peu exprimé donc, ce plat incliné à l'arrière qui peut se rabattre pour que les chevaux puissent débarquer. À ce moment-là, donc, la barque se met face à la houle sur une ancre, elle se laisse filer sur la plage et elle va s'échouer sur le sable naturellement et les chevaux débarquent sans aucune crainte sur la plage. Je ne vois pas d'autre moyen. Dans la vue précédente, donc, vous avez vu que les chevaux, eux, embarquaient latéralement dans la nef qu'on appelait huissière, puisqu'elle comportait une porte latérale assez proche de la flottaison qui était soigneusement calfatée, rendue étanche pour ne pas créer de voie d'eau quand le bateau était à la gîte. Donc on peut penser que le transfert se faisait latéralement sans trop de difficultés pour les chevaux par cette porte huissière. Voilà. Donc à partir de... Donc tout ça c'est une hypothèse personnelle basée sur un cahier des charges, donc l'embarquement et le débarquement dans un site qui ne comporte qu'une infrastructure portuaire. Donc ça ne peut être qu'une barque à fond plat avec un accès par l'arrière. Donc ça exclut toutes formes de châteaux arrière, d'abris, etc. Moi j'ai mis l'abri à l'avant, à l'endroit le mieux défendu du bateau, dans lequel se tenaient 3 ou 4 marins qui faisaient leur cuisine à bord, qui avaient leur chaudière. Joinville dit qu'on y mettait les fortes têtes en général, et les rebelles, c'était une sorte de punition. On les envoyait quelques jours dans la barque de Cantier, qui était en remorque de la nef pendant la traversée. Voilà, à partir de ces hypothèses, on a fait un petit film d'animation. Alors, si vous avez des questions, déjà à ce stade-là, avant le petit film, voilà une simulation déjà de la carène, voilà, qui a l'air extrêmement moderne, mais en fait qui répond bien à l'usage, c'est-à-dire qui peut naviguer facilement et surtout évoluer dans des fonds incertains.
Voilà, c'est une hypothèse que nous avons mise en 3 dimensions. Voilà. Donc, si vous avez des questions supplémentaires sur cette barque, voilà, je peux y répondre si vous le souhaitez. Merci. Oui, si vous avez des questions à poser. Excusez-moi. Avez-vous envisagé la position des rames et... Oui. Oui, alors la position des rames, je dirais, elle est très simple. Il est exclu d'avoir des bancs de nage, ce qu'on appelle les bancs de nage, c'est l'endroit où on s'assied pour ramer, puisqu'on doit faire entrer les chevaux. Donc on ne peut pas faire enjamber aux chevaux ces bancs de nage. Donc le rameur était certainement debout. Voilà. Comme dans pas mal de nages qui subsistent encore en Italie, dans certains lacs, les pêcheurs rament debout, avec, si c'est un petit bateau, ils ont un aviron devant, et ils nagent 2 avirons, seuls et debout. Donc on rame aussi bien debout, pour un temps donné évidemment, on développe beaucoup plus d'énergie debout en s'appuyant sur les jambes d'appui arrière. Donc dans ces cas-là, on rame en poussant et non pas en tirant. Voilà, merci pour la question. C'était effectivement une question qui se pose tout de suite. Et on sait que le franc-bord est assez haut, donc il faut être debout pour avoir le bon angle de pénétration de l'aviron dans l'eau et ne pas avoir une très grande longueur et un bras de levier trop important. Voilà. D'autres questions? Oui. Est-ce que les barques ensuite étaient tirées par la nef ou bien est-ce qu'on les chargeait sur la nef? Non, elles étaient en remorque, j'ai précisé. Elles étaient en remorque derrière la nef. En remorque, c'est-à-dire une certaine distance, donc avec un câble. Mais je pense qu'elles établissaient leur propre voilure latine pour soulager la nef, pour ne pas la faire dériver latéralement. Donc elles étaient en remorque, mais plus ou moins autonomes. En remorque pour ne pas se perdre dans le mauvais temps et le brouillard. Après la vache, sur les catamarans, on nage justement debout et on manœuvre trop bien, c'est la nage du prenant et non pas du levant. Donc on ne parle jamais de ramer sur un bateau, on parle de nager. C'est comme ça. D'autres questions? Non. Bon. Oui. C'était juste un souvenir un peu personnel. Il me semble que cette barque ressemble beaucoup aux petites barques sur lesquelles je jouais dans mon enfance sur le canal Vielle, et qui ont tout à fait cette forme et qu'on maniait avec une gaffe en étant debout dessus. Je crois d'ailleurs François qui est dans cette salle a dû aussi évoluer dessus, et on les maniait debout et avec une longue perche. Des Negacci avec une partègue, donc, qui est une perche qui se termine par une fourche, parce que les fonds sont très vaseux, donc il ne faut pas s'enfoncer dans la vase. Donc la perche se termine par un Y, on ne va pas s'enfoncer, et on manœuvre très facilement à la partègue. On se dirige même mieux qu'à l'aviron, puisqu'il suffit de pousser latéralement. On peut faire pivoter le bateau sur lui-même, en étant seul ou à deux. À deux, c'est très... Et ça permet dans les marais de passer au milieu des roseaux. Exact. Ah oui, on oublie souvent que les marais sont encombrés de végétation aquatique assez dense, avec la partègue, donc on n'a pas besoin d'eau. En fait, on plante au ras de la coque, en avant du bateau, et on recule d'un pas, et on propulse le bateau avec ses pieds en fait vers l'avant.
Voilà, le principe de la Parteg qui demande et il n'y a aucune perte d'énergie. La Parteg fait avancer le bateau sans frottement, contrairement aux avirons. D'autres questions? Oui. Ah, c'est bien. Ça va relancer le débat. On estime à peu près combien de temps le départ des remparts et l'arrivée à la nef? Là, il faut En gros. consulter les vrais historiens, je ne fais pas partie. C'est aux alentours de 3 semaines, là, entre les Gueux-Mortes et Damiette, c'est ça, la première. Non, il y a une escale à Chypre, je parle toujours de la 7e croisade. Hein. Oui. Ah non, mais là on a quelques kilomètres. Donc, bon, je pense qu'il faut. Alors, à l'aviron, d'après les spécialistes, on fait quoi? On fait 3 nœuds, 3-4 nœuds, on peut arriver à 3-4 nœuds, donc en 1 heure, donc on va faire 2000. Ouais, on va dire aux alentours d'1 heure, l'aller simple. Une petite heure, voilà, en suivant l'itinéraire du canal Viel, en prenant des portions d'étang. Alors le Vidourle, à cette époque-là, on ne sait pas trop où il passait, mais on va peut-être en savoir plus avec les cartes portuantes. Parce que le Vidourle a eu un cours très variable. Il s'est dévié naturellement de lui-même chaque fois qu'une crue était un peu forte. Il créait son gros, au gros du roi au château Lénart. Le Vidourle le sortait chaque fois qu'il voulait. Et puis après, il a été dévié par les hommes pour ne plus aller se perdre dans l'étang de l'Or, mais pour venir plutôt vers le Gros du Roi et le Ponant. Merci beaucoup d'avoir concrétisé ce bateau, d'avoir stimulé l'intérêt en effet de ceux qui assistent à cette manifestation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président.